Bonjour à vous, merci d'écouter ce que j'ai à vous dire à propos de ce que j'ai intitulé les règles du mariage. Plus précisément, j'aimerais vous parler ici des enjeux du mariage considéré selon le principe de Claude Lévi-Strauss comme un échange de femmes, mais aussi des problématiques inhérentes au mariage préférentiel, mariage programmé et mariage forcé. Le philosophe saint Augustin a dit un jour: si personne ne me demande ce qu'est le temps, je sais ce qu'il est. Si on me le demande et que je doive l'expliquer, alors je ne sais plus ce que c'est. On pourrait ici remplacer le temps par un certain nombre d'autres notions, et notamment celle de mariage. Si je vous dis le mot mariage, chacun a une idée relativement précise de ce que c'est. Et pourtant, dès qu'on commence un petit peu à s'intéresser à l'institution du mariage, dès qu'on commence à approfondir cette notion, dès qu'on se risque à aller voir comment les autres sociétés pensent le mariage, alors on doit se rendre à l'évidence. Il est très difficile de définir le mariage. Il est très difficile de proposer une définition du mariage qui soit satisfaisante et qui puisse convenir à ce qu'on observe dans les différentes sociétés du monde. Il n'y a pas encore si longtemps, dans notre société belge, le mariage était défini comme l'union d'un homme et d'une femme, consacrée soit par l'autorité ecclésiastique, ce que l'on appelle le mariage à l'Église pour les chrétiens, soit par l'autorité civile, ce que l'on appelle le mariage à la commune, soit par les deux. Or, cette définition n'est plus valide aujourd'hui puisque la Belgique fait partie des pays qui permettent le mariage homosexuel. Celui-ci est en effet autorisé chez nous depuis le 1er juin 2003, ce qui fait de la Belgique le deuxième État à rendre accessible le mariage aux personnes de même sexe, juste après les Pays-Bas. Au moment où je vous parle, nous sommes en mars 2020, 28 États permettent le mariage homosexuel. La difficulté de proposer une définition du mariage qui soit satisfaisante augmente encore quand on regarde le nombre de personnes qui sont directement concernées par le mariage, le nombre de personnes qui vont être directement impliquées dans le mariage. En effet, comme nous le verrons dans un prochain cours, dans certains cas, le mariage peut concerner deux individus, mais aussi plusieurs. Par exemple, un homme et plusieurs femmes, ou une femme et plusieurs hommes, ou encore plusieurs hommes et plusieurs femmes. Si j'ajoute que, dans certains cas, les hommes doivent en plus être des frères, on aura déjà une petite idée de l'incommodité à proposer une définition du mariage valable pour toutes les sociétés. Et la difficulté augmente encore si on envisage les différents buts possibles du mariage. Ceux-ci peuvent en effet être divers. On peut évidemment se marier par amour, mais pas toujours. On peut se marier pour fonder une famille et établir une descendance légitime, c'est-à-dire faire des enfants. Mais pas toujours. On peut se marier pour s'assurer un monopole sexuel sur une personne, mais pas toujours. On peut se marier pour établir des alliances entre des familles, mais pas toujours. On peut se marier par intérêt financier, en termes d'héritage par exemple, mais pas toujours, etc., etc. Bref, et vous l'aurez compris, il est extrêmement malaisé de donner une définition pertinente et universellement valable du mariage. Néanmoins, parce qu'il faut quand même bien s'entendre sur ce dont on parle, je propose de considérer ici le mariage comme étant une union solennelle de deux ou plusieurs personnes dans des buts variables ou divers. Loin d'être parfaite, cette proposition de définition a au moins comme avantage de n'exclure aucune forme d'union matrimoniale. Dans toutes les sociétés du monde, le mariage est considéré comme une obligation. L'individu doit se marier. Ce qui est assez logique puisque la survie de la société dépend du renouvellement de ses membres, de la reproduction de sa force de travail, c'est-à-dire de la procréation. Une société a besoin que ses membres se reproduisent, fassent des enfants, afin que ceux-ci assurent sa pérennité. Or, dans l'immense majorité des cas, c'est dans le cadre du mariage que la procréation se déroule.
Dès lors, on observera partout une pression pour que les gens se marient et fassent des enfants, à tel point qu'on peut véritablement parler d'obligation de mariage. On est donc obligé de se marier. Mais à qui? Peut-on choisir là ou les personnes qu'on va épouser? Ce n'est pas si simple. À l'évidence, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Toutes les sociétés humaines définissent des normes qui vont régir l'union matrimoniale. Ces règles vont stipuler qui je peux épouser, qui je ne peux pas épouser ou qui je dois épouser. Ces règles ont comme particularité d'être extrêmement complexes. Je me limiterai donc ici à vous en expliquer les grandes lignes, sans entrer dans les détails et surtout en laissant de côté les multiples cas particuliers. Le grand philosophe et anthropologue français Claude Lévi-Strauss considère que la règle essentielle en ce qui concerne le mariage, c'est l'échange des femmes. Le principe est le suivant. En s'interdisant leurs sœurs en mariage, les hommes s'obligent à des échanges entre groupes différents. Cet échange des femmes va de pair avec un échange de biens, et ce sont ces divers échanges qui permettent le développement de la société. Cet échange de femmes peut se présenter sous deux formes, l'échange restreint et l'échange généralisé. L'échange restreint, c'est quand le mariage a lieu uniquement entre deux groupes, avec des transferts réciproques. Le groupe A donne une femme au groupe B, qui, à son tour, rend une femme au groupe A. Il s'agit là du type d'échange le plus simple qu'on puisse imaginer, un échange réciproque direct qui obéit au principe du don et du contre-don. Je te donne, tu me donnes. L'échange restreint est très rare. Peu de sociétés le pratiquent et quand c'est le cas, il s'agit très souvent de sociétés isolées qui n'excluent jamais l'autre forme d'échange, l'échange généralisé. Cet échange généralisé, qui, comme son nom l'indique, est le plus fréquent, il se présente sous la forme suivante. Le groupe A donne une femme au groupe B, le groupe B donne une femme au groupe C, le groupe C donne une femme au groupe D, qui donne une femme au groupe E, etc., etc. Cette chaîne peut être relativement longue, au point qu'on ne s'en rend pas compte. Et en fait, le système suppose qu'à un certain moment, la boucle se referme avec, par exemple, le groupe X qui donne une femme au groupe A. Deux petites remarques sont nécessaires ici. D'abord, et vous l'aurez sans doute remarqué, on retrouve ici la valence différentielle des sexes. C'est évidemment l'homme qui procède à un échange de femmes et non l'inverse. Et deuxièmement, le mariage étant appréhendé comme un échange de femmes avec un autre groupe, avec une autre famille, il s'inscrit dans une perspective exogamique. Cela dit, cette exogamie n'empêche pas que de nombreuses sociétés acceptent ou même prescrivent une certaine forme d'endogamie, comme nous le verrons un petit peu plus loin avec les mariages entre cousins. Le mariage, c'est-à-dire l'échange des femmes, puisque c'est ainsi qu'il est envisagé par Lévi-Strauss, va, selon les sociétés, obéir à certaines règles. Je ne peux pas épouser n'importe qui. Dans certaines sociétés, on se contentera d'interdictions. On se contentera d'indiquer un certain nombre d'individus ou bien un certain nombre de catégories de personnes que je ne peux pas marier. C'est le cas par exemple dans notre société puisque, en dehors des personnes visées par le tabou de l'inceste, je peux a priori épouser n'importe qui. Par contre, dans d'autres sociétés, on va cumuler certaines interdictions et certaines prescriptions. Autrement dit, je ne pourrai pas marier certaines personnes et il me sera conseillé, plus ou moins fortement selon les sociétés, d'épouser telle ou telle personne ou en tout cas telle personne faisant partie de telle catégorie. On parlera alors de mariage préférentiel. Par exemple, en Inde, le tabou de l'inceste m'interdit d'épouser ma sœur ou mon frère et les normes sociales en vigueur me conseillent très fortement de marier une personne faisant partie de ma caste. Dans de nombreuses sociétés, c'est le mariage entre cousins qui est jugé comme étant préférentiel. Ce type de mariage a évidemment comme inconvénient majeur la consanguinité des deux époux, mais il a comme avantage notamment de faciliter les négociations avant le mariage
et de maintenir le patrimoine dans la même famille. On observe de nombreux cas de mariage entre cousins dans les sociétés arabo-musulmanes, par exemple. Dans ces sociétés, le mariage consanguin entre cousins représente entre 20 et 55% de la totalité des mariages. C'est donc un phénomène conséquent. L'université d'El Jadida au Maroc a publié en 2013 une étude révélant qu'en Arabie saoudite, 55% des mariages concernent des cousins. En Algérie, 38%, en Irak, 52%, en Turquie, 21%. Cette même étude souligne que ces chiffres sont plus élevés encore quand on envisage les musulmans d'Europe. Par exemple, le taux de mariage entre cousins au Maroc est de 23%, mais il grimpe à 48% chez les Marocains de Belgique. Dans ces sociétés arabo-musulmanes, l'épouse privilégiée, l'épouse préférentielle, c'est la cousine patrilatérale parallèle. Dans la société occidentale, le mariage entre cousins était assez courant jusqu'au XIXe siècle, mais il est devenu aujourd'hui assez rare. Pour la petite histoire, le mariage consanguin était assez fréquent dans les royautés européennes notamment, car c'était une façon de garder le sang royal pur. On peut ainsi citer l'exemple de la reine Élisabeth II d'Angleterre et de son mari, le prince Philippe, qui sont cousins. Indépendamment de l'identité de la personne que l'on peut ou non épouser, presque toutes les sociétés se sont aussi posé la question de savoir où les époux allaient pouvoir, ou le plus souvent devoir, s'installer. Toute famille élémentaire possède une demeure, un chez-soi. Or, la cohabitation des époux entraîne en effet un changement de résidence d'au moins l'un d'entre eux lors de leur mariage. On dira que quand le couple s'installe dans la famille ou dans le village de l'époux, la résidence est patrilocale. Par contre, quand il s'installe dans la famille ou dans le village de l'épouse, la résidence sera matrilocale. Enfin, quand il s'installe dans une nouvelle localité ou dans une nouvelle demeure indépendamment des parents, la résidence est dite néolocale. Toutes les sociétés ne voient pas le mariage de la même façon. Pour certaines cultures, même à l'âge de 18 ans, le mariage reste un projet lointain. Pour d'autres, au contraire, à cet âge-là, on doit déjà être marié ou alors il est grand temps d'y penser. Dans certaines sociétés, le mariage est un choix personnel, tandis que dans d'autres, très nombreuses, c'est une affaire de famille et ce sont les parents qui interviennent dans le choix de l'époux ou de l'épouse. Très souvent donc, le mariage est programmé très tôt par la famille. C'est ainsi qu'une petite fille de 3-4 ans peut déjà être promise à un mari, qu'elle épousera souvent quand elle atteindra l'âge de 13-14 ans, c'est-à-dire quand elle sera pubère. Dans notre conception occidentale, on pensera que 13-14 ans, c'est quand même fort tôt, puisque la jeune fille se marie au tout début de son adolescence. Sauf que, dans les sociétés traditionnelles, l'adolescence n'existe pas. On passe en effet directement de l'enfance à l'âge adulte. L'enfant, c'est celui qui ne peut pas avoir d'enfant, tandis que l'adulte, c'est celui qui peut en avoir. Les mariages sont donc très souvent arrangés par les parents des futurs époux. Si l'un au moins des futurs mariés refuse le mariage, et si on l'y contraint quand même, on parle alors de mariage forcé. Ce phénomène est toujours très fréquent aujourd'hui en Afrique et en Asie. Des raisons économiques ou politiques peuvent entrer en jeu, par exemple transmettre un patrimoine ou préserver une filiation, mais il s'agit souvent de sceller un pacte pour conserver, préserver et transmettre des coutumes et des valeurs qui lient une communauté. La Belgique n'est pas épargnée par le problème des mariages forcés, des mariages arrangés, des mariages coutumiers, des mariages subis. Chaque année, en effet, de très nombreuses familles issues de l'immigration rentrent dans leur pays d'origine à l'occasion des vacances d'été. C'est la saison des vacances, c'est aussi la saison des mariages. Des milliers de jeunes issus de l'immigration épousent alors, pendant cette période, un homme ou une femme du pays d'origine. Il s'agit surtout de filles et de garçons dont la famille provient du Maroc, de Turquie ou d'Afrique centrale. Les mariages forcés constituent un problème très important et très complexe.
La personne qui s'oppose au mariage, la jeune fille ou le jeune homme qui ne souhaite pas se marier, subit souvent de la part de sa famille des pressions très fortes. Du chantage affectif, de la violence physique. Il n'est pas rare que ses parents lui confisquent ses papiers pour l'empêcher de fuir et l'obliger ainsi à accepter ce mariage décidé et arrangé par la famille. Il faut être ici très clair. La loi interdit formellement le mariage forcé, le mariage sous la contrainte, le mariage contracté sans le libre consentement des deux époux. Si vous êtes directement concerné par le problème des mariages forcés, si à titre privé vous connaissez quelqu'un qui subit des pressions de la part de sa famille pour contracter un mariage non voulu, ou si à titre professionnel vous souhaitez obtenir des informations sur ce sujet, n'hésitez pas à contacter des associations qui pourront vous aider efficacement. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous invite, si vous en avez le temps, la curiosité ou l'envie, à prolonger quelque peu votre réflexion ou tout simplement à vous distraire un petit peu en cliquant sur les quelques liens que je propose ici.